Bon, on va effectuer aujourd'hui le premier cours de l'histoire, à ma connaissance, en français, sur comment faire un développement de charge. Alors attention, encore une fois, cette vidéo, c'est plutôt à titre éducatif. Je vais vous montrer ma technique. Il existe des dizaines de techniques pour développer des charges. Simplement avec l'expérience, avec le temps, j'ai quand même trouvé que cette méthode était quand même plutôt efficace. Cette vidéo va être plutôt grand public, je vais essayer de rester simple, mais c'est quand même complexe puisque j'utilise des techniques de rechargement avancées. Donc, si jamais à certains moments vous ne comprenez pas certains éléments, il est fort à parier, si je ne le développe pas et si je n'en parle pas plus en détail, c'est que je l'ai déjà traité dans une vidéo. Pour ce faire, il y a les playlists en bas, vous cherchez sur la chaîne sur tout ce qui va être le rechargement et le rechargement avancé, et il est très probable que j'en parle quelque part. C'est pour éviter de faire que cette vidéo ne fasse 1h45 de long, parce qu'on est quand même sur une vidéo qui va être le plus complet possible. Je veux rien vous cacher, je veux tout vous montrer de A à Z, et ça vous permettra aussi de voir que peut-être que ça va bien marcher, et peut-être que ça va pas bien se marcher, je sais pas. Parce que là, on va utiliser des étuis qui sont là, donc on a utilisé des étuis La Pui à Palma. Ces étuis ont déjà tous été tirés 5 fois, sauf ceux-ci qui ont été tirés que 4 fois. Donc là, une fois qu'ils seront tirés, ceux-là, ils seront comme tous les autres, tirés 5 fois. Donc c'est pas des étuis neufs, tout simplement parce que j'avais pas envie d'attaquer des étuis neufs pour la vidéo. En ce moment, on se serre un petit peu la ceinture parce que niveau composants de rechargement, ça commence à être compliqué d'avoir tout ce qu'on veut, donc on va utiliser les étuis jusqu'au bout. Pour ça, on va également utiliser des La Pui Sénart 175 grains, c'est mon choix à moi. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser plutôt ces projectiles dans la vidéo? C'est simplement parce que ça va quand même un peu plus représenter le tireur moyen français qui utilise du 308 et généralement qui va tirer du 168 ou du 175 grains. Voilà, le tireur standard français est plutôt dans ce genre d'éléments. À titre personnel, je n'utilise pas du tout ces projectiles-là, j'utilise plus lourd du 208, 215 grains ou du 200 grains, mais certainement pas des projectiles comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire la vidéo pour vous. Moi, entre guillemets, le résultat final, je vais presque dire que je m'en branle. Là, c'est vraiment du développement de charge spécialement pour les vidéos. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup développer la charge de cette Victrix Carbone Performance en 308. Quelques stats assez rapidement avant d'attaquer le vif du sujet. C'est un canon de 32 pouces. Donc quand vous verrez les vitesses plus tard dans la vidéo, parce que je vais quand même montrer les vitesses, ne vous étonnez pas que ça sort vite. Parce que forcément, la plupart des gens ont un canon qui s'arrête à peu près là, en fait. Donc oui, toute cette longueur-là, le projectile il continue d'accélérer. Donc c'est normal, pensez pas que je suis en surpression de ouf et que je fais des charges de gros débiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment filmer toutes les étapes une par une. Première étape, je vais déterminer la position de mes rayures. Pourquoi c'est important de déterminer la position de mes rayures? Parce que c'est ça qui va conditionner toutes mes conditions de chargement plus tard. Pourquoi? Parce que plus mon projectile est sorti, plus je libère du volume interne et plus je peux charger fort, puisque j'ai du volume. Ça va également déterminer quelle poudre je vais utiliser, parce que dans le cas où est-ce que je suis capable de sortir fortement mon projectile, ça peut également faire que je peux passer sur une poudre un peu plus lente. Bon, c'est des techniques un peu avancées, encore une fois, tout ce que je parle, surtout sur les poudres, encore une fois, il y a une vidéo là-dessus. Je peux pas tout dire dans une vidéo, sinon ça va être trop lourd et imbitable. Bon, on va déterminer la position des rayures. Pour ce faire, je prends ma culasse avec laquelle je vais enlever mon percuteur. Donc le percuteur est enlevé. Encore une fois, je vais me répéter, mais pour votre modèle d'arme, vous trouverez bien un tuto pour le faire. Sur la Carbone Performance, je n'ai pas d'éjecteur à l'avant de la tête de culasse. Vous voyez, la cuvette de tir n'a pas d'éjecteur. Si jamais vous avez un éjecteur sur votre arme, notamment par exemple les RM700, les Tikka, enfin bref la plupart des armes, je vous conseille d'enlever également l'éjecteur pour la suite, puisque l'éjecteur sinon va venir fausser vos résultats. C'est pas compliqué, si on a deux mains, on est capable de s'en sortir normalement. Bon du coup, moi c'est déjà fait, on va gagner du temps. Comment vous faites pour vérifier que vous avez bien fait le job? Normalement, si vous avez bien fait le job et que vous enfoncez la culasse, elle tombe toute seule. Ça veut dire qu'on est dans de bonnes conditions pour faire la suite. Bon, du coup, je vais mesurer la position de mes rayures. Pour ça, comment on fait? On va prendre l'étui qu'on va venir agripper dans la griffe d'extraction. Les aléas du direct. Ah bah bien joué, en plus j'ai aplati le collet. Champion, Jérémy. Donc, je la grippe dans la griffe d'extraction.
je viens la mettre dedans, et ça tombe tout seul. Donc ça c'est bien, ça veut dire que mon recalibrage de mon étui a été fait correctement. Donc là c'est un étui qui a été recalibré avec un bushing, j'ai 2 millièmes de neck tension, de tension de collet, et j'ai descendu l'épaulement de 2 millièmes. Encore une fois, allez voir les vidéos sur choisir son bushing, et gestion de la feuillure. Ok, comme ça vous saurez comment arriver à cette étape là. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va prendre notre lapue à scénar, qu'on va venir enfoncer graduellement, petit à petit, jusqu'au moment où je vais arriver, au moment où quand je vais pousser la culasse avec le projectile, elle va tomber toute seule. Quand elle tombe toute seule, ça veut dire que mon projectile ne vient plus en contact des rayures, et donc je viens de déterminer où se situer mes rayures. Donc quand j'en suis à cette étape-là, et bien tout simplement, je prends mon pied à coulisse, je mesure avec un comparateur, d'accord? Donc avec un comparateur Ornadi ou Sinclair ou peu m'importe, mais venez pas me mesurer ça sur la pointe du projectile où je vous en fous une, ça c'est de la merde. Ça vous pouvez le faire uniquement si vous utilisez des projectiles monométalliques, mais si vous utilisez des projectiles monométalliques, je crois que ça sert à rien de regarder la vidéo. Donc là du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mesurer directement où se situe ma prise de rayure. Cette dimension-là, je la note sur un bout de papier, c'est la dimension maximale que pourra faire ma munition. Je n'irai pas au-delà de cette cote. Pourquoi j'irai pas au-delà de cette cote? Pour des enjeux de sécurité. Parce que si jamais je vais au-delà de cette cote, si je suis plus long, quand je vais verrouiller, je vais forcer mon projectile dans les rayures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais déformer très légèrement mon projectile qui va commencer entre guillemets à prendre les rayures. Si jamais sur le pas de tir, pour x ou y raison, vous ne pouvez pas tirer pour des raisons de sécurité notamment, et que vous devez extraire la munition sans l'avoir tirée, il est possible de se retrouver dans le cas très désagréable où le projectile reste planté dans les rayures, et que quand vous retirez l'étui, en fait il n'y a que l'étui qui vient foutre de la poudre partout dans votre boîtier, et que vous vous retrouvez avec ça, et ça bloqué dans les rayures. Si vous n'avez pas de baguette de nettoyage suffisamment longue pour la passer par là, et la séance de tir elle s'arrête là pour vous, parce que là vous pouvez plus tirer. Donc c'est un petit peu désagréable comme expérience, et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de prendre ce qu'on va appeler du jump. Le jump, aussi appelé en français le vol libre, qui va être donc du coup la distance séparant le moment où le projectile touche les rayures de la position où est-ce que le projectile est dans l'étui. Donc ça c'est ce qu'on va appeler le vol libre. Ce vol libre, chaque projectile a ses préférences. Certains projectiles vont préférer être très près des rayures, d'autres vont préférer être très loin des rayures. Il n'y a pas vraiment de recette magique, et c'est un élément qu'on déterminera plus tard dans le rechargement. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc là je vais faire ça en accéléré pour déterminer où se trouvent mes rayures. Je vous donnerai le résultat et ça permettra de continuer la vidéo sur l'étape 2. Donc voilà, je viens de faire l'exercice, je ne vous l'ai pas montré parce que ça sert pas à grand chose à vrai dire. Il y a déjà une vidéo sur comment trouver la position de ces rayures. Et donc là, moi je trouve 59,55 mm avec mon comparateur. Donc ça, on va l'écrire au tableau. Donc on va appeler ça la max BTO, Base to Ogive, ça veut dire bien du culot jusqu'à la partie ogivale, qui vaut du coup 59,55 dans mon cas. C'est bien ça, hein? Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge au soir après le boulot, 59,55, c'est ça, je me trompe pas. Millimètres. Donc ça va être ma longueur max. Je n'irai pas au-delà de cette longueur. Bon, du coup, on va quand même mesurer la longueur hors tout avec le pied à coulisse. C'est pas pour me référer sur le repositionnement des projectiles sur le développement de charge, c'est pour Quick Load, parce que Quick Load ne travaille qu'avec des longueurs hors tout. Cette cote-là, je ne m'en servirai que dans le logiciel, pas pour recharger et pour positionner les autres projectiles, d'accord? Donc cette longueur hors tout, je vais remettre le pied à coulisse à 0, me fait une longueur de 75,2 mm. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler du coup la LHT max. 75,2 mm. Cette dimension-là servira uniquement dans Quick Load ou dans Gordon Reloading Tool, bref, dans tous vos logiciels de simulation de balistique interne.
Vous pouvez aussi, si vous êtes old school ou allergique au logiciel, utiliser les abacs de rechargement. Alors, les abacs de rechargement, le problème c'est qu'ils sont valables que pour une seule profondeur, enfin qu'une seule longueur hors toute munition. Et là, par exemple, Vitaviori conseille pour des projectiles en 175 grains, une longueur de 71 mm. COL, Case Outside Length, longueur de la munition totale externe. Donc 71 mm, quand moi dans mon arme je suis à 75, donc j'ai quand même 4 mm de plus, donc je vais pouvoir charger plus fort que ce que dit la table, puisque j'aurai plus de volume interne disponible, et comme j'ai plus de volume interne disponible, je peux simplement mettre un petit peu plus de poudre sans pour autant être plus haut en pression. C'est l'intérêt de toute la démarche. Donc voilà, donc pour ceux qui vont les regarder dans leur table et qui vont faire « Oh là là, dis donc, il charge trop fort Jérémy, les charges elles dépassent les abacs !» Ça, c'est de la merde. Bon, du coup on se retrouve devant QuickLoad pour pouvoir déterminer nos charges de départ et nos charges d'arrivée. Normalement avec QuickLoad on est capable de déterminer quelle poudre sera la plus adaptée à notre cas de chargement. Pour ça on va simplement dans Options, Setup au Propellant Table, je lui dis que je veux monter jusqu'au maximum de pression, 4300 bars. Je fais le calcul, il me sort une liste et il me dit « Mon gars, je te conseille de recharger à la RS52 et tu peux monter jusque 3,17 g de charge dans ta configuration à toi des 75 mm et tu serais capable d'atteindre une vitesse de 905 mètres par seconde avec les projectiles 175 grains. » Or, je n'ai pas de RS52 et puis j'ai pas forcément envie d'acheter de poudre spécifiquement pour ce rechargement en 175 grains et donc pour les biens de l'expérience, je vais utiliser de la N150. N150 qui n'est pas forcément indiquée par QuickLoad comme l'une des meilleures poudres, simplement, ça fera l'affaire. C'est une vidéo YouTube pour vous montrer comment ça marche. Je ne veux pas faire la vitesse la plus optimale, la plus haute, c'est plutôt simplement vous montrer la démarche. Donc pourquoi la N150 ? Parce que je tire ça dans mon 6.5.47 et que j'avais pas envie de racheter de la poudre juste pour ce chargement-là à 308. Donc on le fera à la N150. La N150, j'ai déterminé avec QuickLoad et mon cas de chargement que je peux commencer à 2,8 g et finir jusqu'à 3,1 g. Je risque par contre d'être bloqué en cours de route parce que la N150 est un poil lent pour le 308 et donc je me retrouve avec une capacité de chargement de 110%. Ça veut dire que ma poudre utiliserait plus de volume que l'étui NAT disponible. Donc ça veut dire qu'à la fin, mes dernières charges, je vais devoir entre guillemets les rentrer au chausse-pied, quoi. Va falloir bourrer. J'ai des techniques pour ça. C'est pour le bien de l'expérience. Pour vous, vous n'avez pas besoin de le faire parce que vous utiliserez une poudre qui est bien adaptée. C'est une vidéo YouTube. C'est pas la meilleure poudre, mais ça fera l'affaire. Ok ? Bon, on se retrouve devant l'étape de la pesée, et là vous devez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est quoi son engin? Bon, pour faire simple, comme je vous l'ai dit précédemment, la poudre N150, elle est un peu trop lente pour du 308. Normalement, la poudre N140 serait quand même nettement plus adaptée à ce cas de chargement-là. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec des taux de remplissage qui sont supérieurs à 100%, donc entre guillemets, j'ai pas assez de place dans l'étui pour faire tenir tout ce que je voudrais faire tenir. Bon, pour ça, en fait, il y a une astuce. Cette astuce, ça s'appelle le drop tube. Le drop tube, c'est un tube qui permet en fait de venir faire prendre de la vitesse à la poudre, qui va permettre de l'organiser mieux dans l'étui, et donc pour une même masse, vous prendrez moins de volume que si vous l'aviez lâché juste au-dessus de l'étui. C'est une technique qui est utilisée notamment par les tireurs de bench rest. Merci Pascal Fischbach qui m'avait filé l'information et qui m'avait filé les bonnes adresses pour acheter ce genre d'éléments. Et ça, typiquement, ça permet de gagner, alors ça dépend des poudres et tout le tralala, mais grosso modo, par exemple, dans mon 300 WSM, j'arrivais pas à faire tenir plus de 4,5 g de N165. Avec le drop tube, j'étais capable de monter jusqu'à 4,60 g presque. Donc ça me permettait quand même d'aller chercher le next tape en termes de chargement. Et donc du coup, j'utilise cette technique là ici. Encore une fois, c'est parce que pour la vidéo, j'ai pas voulu me faire chier à me racheter un bidon de poudre pour que ce soit un chargement dit parfait. Mais je pense tout à fait que la N150 fera quand même un super bon boulot. Donc là, je suis en train de faire mon escalier, 2,8 g, 2,85 g, 2,90 g, 2,92 g. Donc là, je suis à 2,95 g. Faut pas perdre le pas. Et donc, théoriquement, ça devrait me permettre d'aller chercher un peu plus haut en chargement. Il y en a vraiment au ras la gueule. Je sais pas si les 3,10 g, ça va réussir à rentrer là-dedans. Déjà 3,02 g. Commence à être des sacrés taux de remplissage. Donc là, je suis en train de commencer à monter dans le collet.
On verra tout à l'heure au siégeage comment ça se passe. Donc là, 3,05 g. Alors dans mon exemple, je suis bien avec une poudre qui est trop lente pour le calibre. Hein. Voilà, 3,10 g. Bon, on est bon. Allez, maintenant, le siégeage. Bon, au début de l'expérience, si j'en crois mes notes sur le tableau, on avait dit que la BTO max c'était 59,50 mm. BTO, je rappelle, Base to Ogive. Donc on va utiliser pour ça un comparateur. Surtout pas utiliser juste la pointe du pied à coulisse ou de la pointe du projectile. Je vais y aller doucement, hein, parce que quand c'est siégé trop profond, bah on peut pas revenir en arrière. Hein. Donc là, j'ai encore de la marge, j'ai encore 1 mm. Ah bah ça tombe bien, l'outil je l'avais pas déréglé depuis, donc là je suis réglé si jamais je venais toucher les rayures. Voilà, 59,50 pour ainsi dire. Bon, moi je vais pas toucher les rayures, je vais me mettre 5 dixièmes de millimètre plus loin que les rayures. Donc pour ça, 5 dixièmes de millimètre c'est l'équivalent de 20 graduations. Tac. Donc là je vais viser un petit 59 mm. Ça marche quand même bien, hein, les outils Wilson. Hein. 59,00, enfin 59,01. Hop, une de faite. Allez, on fait la suite. Pour ce genre de cas, où est-ce que je suis sur des taux de chargement qui sont très élevés, j'aime bien contrôler chacune de mes munitions. Parce que le problème, c'est que la poudre qui est dans l'étui peut parfois empêcher le projectile de descendre suffisamment bas. Et vous avez l'impression, quand vous avez fait votre siégeage, que vous êtes au bout, mais en fait, vous êtes simplement venu en buter entre guillemets contre la poudre. Donc pour moi c'est important dans le cas où je suis là de bien vérifier à chaque fois que je tombe bien sur 59,00. À partir du moment où je tomberai plus sur 59,00, que je serai un petit peu plus long, ça voudra dire que la poudre va venir m'embêter dans le siégeage et que donc ces 4 de chargement là, ces charges là ne seront pas exploitables. Ah voilà, vous voyez l'exemple? Voilà. Par exemple, les 2 dernières charges, ça n'ira pas à 59. Vous voyez, 59,14, j'arriverai pas à descendre à mon 59 habituel. Là, la poudre m'empêche de descendre plus bas. Donc ensuite, on range méthodiquement dans la boîte. 3,10 g. Voilà. Donc là, on a nos 11 coups pour faire notre escalier de charge. Bon, vu que la carabine était entièrement nettoyée, on va d'abord commencer par fouler un petit peu le canon. Donc on va un peu l'encrasser, on va tirer les munitions match Solognac. On fait 5 coups et après on pourra déterminer les vitesses. Bon, pour l'instant, 2 balles, un trou. Et le canon a été entièrement nettoyé. Je passe au moins 3/4 d'heure à le nettoyer dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle marche bien ces mines, putain. Ça me dégoûte presque de recharger quand je tire ces mines là. C'est impressionnant. Hein. Ah, c'est parce qu'elle coûte cher. Hein. Et si elle était un peu moins chère, sans déconner, je me ferais même plus chier à recharger le 300. Oh, le groupement, tu vois. Ouais, c'est joli. Hein. Là, t'en es à 4, hein, c'est ça? Ouais, encore un coup, ça fera 5. Bah, écoute, y a rien à... Et je suis sur un canon qui est vraiment entièrement nettoyé. Oh là 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 là. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon alors du coup, en conclusion de la vidéo, ne rechargez pas, ça sert à rien. Les munitions manufacturées font toujours mieux que vous. Non, c'est une joke. Voilà, la vidéo est finie. J'ai même pas envie de tirer les munitions rechargées là. Bon, allez. Pour le comparatif quand même. Ah bah ouais. Ah non, mais c'est exceptionnel. Hein. Il y en a qu'une qui est très légèrement à droite, sinon il y en a 4 qui sont vraiment dans le même trou quoi. C'est abusé. Bon alors ça c'est le labradar des 5 coups qui ont été tirés avec la Solognac pour chauffer le canon et surtout pour l'encrasser parce que comme je l'ai dit j'ai nettoyé entièrement le canon à blanc. Et vous voyez qu'en fait il faut encore que j'en tire un peu parce que regardez les vitesses sont pas encore très stables. Mon premier coup 794 mètres par seconde, 809, 807, 820, 815.
Donc très clairement là c'est pas digne de cette munition, hein. Cette munition on fait beaucoup mieux. Donc la preuve que mon canon n'est pas encore stabilisé d'un point de vue encrassement, donc je vais retirer 5 coups avec ça pour ensuite passer sur les munitions rechargées et donc déterminer l'escalier de charge. Le groupe s'ouvre un tout petit peu plus que la première série. Les vitesses sont plus régulières. Bon, en tout cas, les vitesses, ça y est, c'est régulier. On va pouvoir passer aux munitions chargées. Bon, maintenant que le canon est préparé, on va pouvoir enfin tirer notre escalier de charge. Donc là, l'idée, c'est qu'à chaque tir, je vais regarder à quelle vitesse c'est sorti. Je vais également me faire une petite cible ici pour noter mes impacts. Et puis, on est parti pour l'expérience. Allez, 2,8 g de N150. 827 mètres par seconde. Ça grimpe. 861. Bon, le canon est un petit peu refroidi, je commence à avoir trop de mirages. Donc on va continuer, on s'était arrêté, on va tirer la 2,97 g, on va tirer la 3 g. Et les suivantes. Putain, c'est sorti haut ça. 882 mètres par seconde. Ça c'est du 308 comme je l'aime. Bon, 884. 895. Voilà, on commence à être haut là. Ça n'a pas d'intérêt de charger aussi fort en 308, hein. Là c'est pour l'expérience. De toute façon, je vais plutôt charger sur le bas du plateau, je pense. « 898. Ça décoiffe de plus en plus. Pas de problème, hein. La morse, elle est même pas aplatie, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Pas de surpression. Non, je suis bien encore. Puis j'ai pas de difficulté à lever le levier, rien du tout. Hein. 906. Oh putain. Bon voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors déjà à vue de nez, bon, pour se faciliter la tâche, et puis de toute façon c'est que des 175 grammes là depuis assez large, hein. Je vais pas tirer à 2 km avec ça. On va chercher à mon avis à travailler dans la zone des 2,95 g, 2,97 g. Ça nous fait des vitesses aux alentours des 870 mètres par seconde. C'est plutôt honorable pour du 308. Et puis en plus mes impacts 5 et 6. Ouais, bon, il y aura un petit peu de travail. Bon, ça va être plutôt cette zone là qu'on va travailler. De toute façon, on va analyser ça un peu plus en détail à la maison.
Et puis on reviendra sur le stand de tir, je pense, demain après-midi. Donc vous, la malice du montage, ce sera dans quelques minutes. Pour essayer maintenant de faire un peu de groupement. Alors on se retrouve à la maison. Bon, là vous voyez en gros plan ce que vous avez vu en tir juste avant au stand. Donc les 5 premières balles, la Solognac Match, groupement de 9 mm. La Solognac Match, les munitions de 6 à 10, il y a 5 coups là, 11 mm. Et donc là que le canon était de nouveau à peu près encrassé et que le canon était stable d'un point de vue vitesse, j'ai tiré ma série pour déterminer mon escalier de charge. Donc l'objectif de l'escalier de charge, déjà, c'est de voir où est la limite de la carabine d'un point de vue pression. Alors là, c'est assez difficile sur la Carbone Performance de lire ses limites, puisque simplement la carabine n'est pas dotée d'un éjecteur, donc on n'observe pas de traces d'éjecteur qui a un marqueur quand même principal de surpression. Donc c'est quand même une carabine qui est plutôt orientée sur les connaisseurs. Là, les marques de surpression, vous ne les verrez pas aussi facilement que sur une bête Remington 700 ou une Tikka, où directement on est capable d'identifier hyper rapidement les surpressions. Ici c'est plus funky, c'est plus particulier à déterminer. Bon, j'ai décidé de ne pas tirer toute ma série sur une seule cible pour faciliter la lecture, puisque si on tire tout au même endroit, ça devient vite brouillon. Donc j'ai décidé de tirer mes 6 premiers coups ici, puis mes 5 derniers coups là-bas. Si on regarde le centre du groupement ici, le paquet il est situé à 30 mm de l'axe où je visais. Quand là, en fait, 30 mm, ça représente cette première balle-là. Donc cette munition 9, là, si elle avait été tirée sur cette cible-là, arriverait dans le paquet. Les autres seraient nettement au-dessus. Les autres seraient ici, grosso modo, pour vous donner un peu un ordre d'idée dans la lecture. Bon, là, déjà, on remarque deux choses. On remarque, premièrement, que ces munitions-là, qui sont les munitions les plus véloces, les plus rapides, sont celles qui ont clairement la dispersion la plus importante. Ça, c'est normal. Vous vous rendrez compte avec l'expérience que les charges de poudre les plus élevées donnent généralement les dispersions les plus importantes et sont généralement les charges les plus difficiles à mettre au point, puisque là on sollicite fortement tous les éléments, ça vibre de partout et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des charges qui sont performantes d'un point de vue groupement dans les vitesses importantes. Ok. Donc ensuite on voit ici qu'il y a un endroit qui est bien sympa, c'est ce secteur là, puisque là j'ai ma munition 2, 3, 4, 5, 6 qui sont vraiment dans un beau petit paquet. Ce beau petit paquet, quand on le mesure, il fait 15 mm. Donc là vous imaginez déjà, j'ai donc 5 charges différentes qui se tiennent dans une demi-minute. Ça c'est un point qui est hyper important et c'est là où je veux mettre en lumière le fait que développer une charge sans avoir de radar ou de chronographe pour faire du tir longue distance, c'est de la connerie. Pourquoi ? Parce que si j'ai pas mon radar, j'aurais pas vu les vitesses là. Et donc j'aurais vu, putain, c'est un super groupement, une demi-minute, c'est bon, c'est validé, j'ai ma charge. Ouais, mais avec les vitesses, on se rend compte que j'ai des vitesses qui varient de 841 mètres par seconde à 871 mètres par seconde. Ça fait quand même 30 mètres par seconde d'écart, et pourtant tout se touche. Et ce même groupement, si vous l'aviez tiré à 600 mètres ou à 1000 mètres, eh ben, vous auriez un écart d'un point de vue vertical qui serait énorme, simplement parce que la 840 mètres par seconde va avoir une moins bonne balistique, elle va tomber plus rapidement que la 870 mètres par seconde. Donc vous auriez un spread vertical qui, il faudrait que je fasse des simulations, mais là je pense qu'à 1000 mètres vous avez au moins 1 mètre facilement de dispersion verticale, alors que vous dites mais putain au stand ça groupait une demi-minute, pourquoi ça fait pas rien que même un MOA à 1000 mètres? Bah ouais, en même temps c'est normal, t'as des vitesses qui sont trop écartées. Bon, du coup si on en revient à nos moutons sur le développement de charge, bon moi c'est cette zone là qui m'intéresse, c'est la zone qui me paraît la plus sexy. Pourquoi? Parce que déjà j'ai toutes mes charges qui sont vraiment groupir. En plus au niveau de l'escalier de vitesse, j'ai des charges qui donnent des vitesses qui sont relativement proches les unes des autres. Vous voyez, la charge 3, 855 mètres par seconde, la charge 4, 859 mètres par seconde, ici 867 mètres par seconde, et ici 871 mètres par seconde. Là, ce 3, 4, 5, 6, ça me plaît bien. Parce que là, vraiment, on est dans des écarts de vitesse qui sont relativement faibles, et en plus de ça, tout vient dans le même paquet. La 2, elle m'intéresse moins, parce que la 2 elle est quand même vachement décrochée d'un point de vue vitesse. Là ici on a 14 mètres par seconde, mais en même temps c'est normal puisque entre la 2 et la 3 j'ai 5 centièmes de poudre, quand entre les autres je n'ai que 2 à 3 centièmes de poudre. Ok, mais donc c'est ce paquet là qui m'intéresse. Donc qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Eh ben on m'a toujours dit pour avoir le plus de chance il faut viser au milieu du paquet. Et le milieu du paquet c'est quoi? C'est la charge 4 et 5. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire des munitions qui ont eu les charges 4 et 5. La charge 4 c'était 2,92 g,
La charge 5, c'était 2,95 g. Donc, je vais faire, je pense, une vingtaine de munitions à 2,92 g, une vingtaine de munitions à 2,95 g. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur la profondeur du siégeage. C'est-à-dire qu'à 2,92 g, sur mes 20 munitions, je vais par exemple faire 3 munitions à 55 mm, 3 munitions à 54,8, 3 munitions à 54,5, etc., etc. Et comme ça, vu que là j'ai déterminé ma charge de poudre, maintenant je vais déterminer mon enfoncement. Et une fois que j'aurai déterminé mon enfoncement, j'aurai j'aurai gagné le gros lot, c'est-à-dire que là j'aurai ma charge, puisqu'il y en a bien une des deux qui va me donner des écarts-types meilleurs que l'autre, et j'en aurai aussi une des deux qui va normalement me donner des meilleurs groupements. Si j'ai du bol, j'arriverai à trouver une charge qui me donnera mes meilleurs écarts-types et mes meilleurs groupements. Si c'est ça, là j'ai gagné le jackpot. Donc voilà la suite des événements. Donc on va recharger des munitions à 2,92 g et des munitions à 2,95 g. Ouais, peut-être qu'une quinzaine de munitions ce serait suffisante. Comme ça je fais 5 groupements de 3 balles. Donc je fais... comme ça je pourrais faire 5 enfoncements. Ouais, ça me plaît bien ça. Donc on est parti. On va faire donc 15 charges à 2,92 g et 15 charges à 2,95 g. Let's go. Bon, mon plan de bataille, je l'ai changé à la dernière minute. J'ai fait 15 munitions à 2,92 g de N150 qui ont tous le même enfoncement. Ce que je vais faire, c'est qu'arriver sur le pas de tir, je prendrai sur le pas de tir avec moi ma petite presse et mon siégeur Wilson avec mon pied à coulisses, et je siégerai au fur et à mesure mes projectiles. Pourquoi? Je suis contre le gaspillage. Si jamais je trouve directement une charge qui marche bien dès le premier ou deuxième enfoncement, c'est dommage d'avoir tout pré-enfoncé et de se retrouver à tirer les munitions alors que celle d'avant marchait déjà très bien. Donc moi je suis un anti-gaspi, c'est mon côté un peu radin. Bon, c'est la même chose en fait ici. À quoi bon charger des munitions à 2,95 g si dans les 2,92 g j'ai déjà trouvé mon bonheur? Donc pour ce faire, ce que j'utilise, ça c'est merci Pascal, encore une fois, les techniques de bench-rest, je précharge à 2,95 g dans des petits écouvillons comme ça. Et comme ça, je vais partir au stand de tir avec mes charges de 2,95 g, je partirai avec des projectiles, je partirai avec mes étuis, j'aurai de toute façon déjà pris mon siégeur, et donc si jamais je ne trouve pas mon bonheur dans les 2,92 g, je pourrais tout à fait sur le pas de tir, directement à ma table de tir, recharger des munitions avec 2,95 g et les enfoncements qui vont bien. Donc je trouve cette technique beaucoup plus smart que de charger plein de munitions, tout tirer, et puis de potentiellement faire du gaspillage parce que peut-être que dès la première série vous allez trouver un truc qui vous plaît, et à quoi bon aller plus loin si déjà ça vous plaît? Conservez de la durée de vie de vos canons, conservez vos composants, faut être un petit peu frugal en cette période de disette de composants, etc. Donc voilà, donc du coup j'ai tendance à venir mettre mes doses comme ça, et puis voilà. Et puis donc sur le pas de tir, pour pouvoir bien mettre mes charges, j'ai tendance aussi à prendre je prends un petit entonnoir, comme ça je verse ma charge au-dessus de l'étui, et puis voilà, je recharge sur le pas de tir, un peu comme les tireurs de bench rest. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Ça coûte rien, hein. Je sais plus, j'ai dû payer ça 10 € les 50. Enfin voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas besoin de gros moyens. Et puis donc au niveau des charges, j'ai tendance à en charger 16 ou 17 au lieu de 15. Si je les utilise pas, c'est pas grave, je les remettrai dans le bidon de poudre. Mais au moins si sur le pas de tir il m'arrive une bricole, je sais pas, je renverse à côté ou je ne sais trop quoi, ça permet d'avoir au moins encore le droit à l'erreur.
Bon, j'ai 3 vieilles mines qui traînent là. Je vais chauffer un peu le canon parce que là, j'ai tiré avec un canon qui était de nouveau propre. « 850 la première, normal, canon froid. » Je suis à 55,05 de longueur. 850 suivi de 861 et de 862. Allez. Bon, je vais retenter la 55,05 longueur. Vu que le canon était froid tout à l'heure, j'aurais dû commencer par me tirer le flambage. Je suis pas bien réveillé. J'ai été surpris par le coup de feu d'à côté. Mais c'est pas mal. Ça groupe, hein. Niveau SD, je suis à combien? SD à 0,7. Bon bah voilà, hein. On va pas chercher plus loin. Hein. Je pense que ça va faire l'affaire. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Bon, en principe, quand c'est comme ça, on change les enfoncements. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais pris ma presse et tout ce qui va bien. Et donc en changeant l'enfoncement, on va changer les groupements là-bas à 100 mètres. Généralement, les écarts types, vous ne les ferez pas varier. L'écart type est propre à la charge de poudre. Donc forcément, cet écart type de 0,7, je suis censé avoir un écart type très bon si on met 2,92 g, quel que soit l'enfoncement. Donc voilà, donc théoriquement, voilà, là je change l'enfoncement et au fur et à mesure du changement d'enfoncement, par pas de 2 dixièmes généralement, on est capable d'avoir une charge qui groupe plutôt pas mal. Bon là en l'occurrence, je suis un peu contre le gaspille, je vais pas m'amuser à faire de l'enfoncement pour rien. Donc on va continuer de tirer cette munition là, donc avec les paramètres suivants, 2,92 g de N150 et un enfoncement à 55,05 en BTO. Donc voilà, il me reste une dizaine de balles, on va faire un groupement d'une dizaine de cartouches. Et avec un peu de chance, si ça groupe pas mal, j'aurai eu un gros coup de bol. Dans le même trou. Et encore dans le même trou. J'en ai foiré une. Mais sinon, c'est un putain de trou. J'ai quand même un bol de cocu. Donc voilà la série que je viens de tirer. Donc les 3 coups du premier groupement plus les 5 coups du deuxième groupement, ce qui font bien 8 coups. Avec un écart type à 1,5 m par seconde et une vitesse moyenne de 860 mètres par seconde. Voilà, c'est plutôt correct. Je pourrais sortir bien plus vite, mais en toute honnêteté, si je veux tirer plus loin, je sors une autre carabine que la 308. Bon allez, on va tirer les 4 dernières munitions que j'avais préparées à la maison. Et si tout va bien, on remballe après ça. Je vais continuer ma série sur la même série que tout à l'heure. Comme ça, on devra arriver à 12 tirs enregistrés sur la série. Et on pourra voir déjà quel SD ça donne sur 12 tirs. Ça nous donnera déjà une bonne indication. Et du vent. Bon, vous remarquerez qu'il y a un shift sur le point d'impact. Ça, c'est le canon qui a tendance à s'encrasser. Et là, moi, je dis que c'est pas mal. Je dis que pour des étuis qui ont 5 tirs et un truc fait aussi rapidement, ça me plaît.
Donc voilà, donc on est sur un écart type sur 12 coups à 1,7 mètres par seconde. Qui pour des étuis qui ont autant de coups est vraiment pas mal. Bon voilà, on se retrouve sur le pas de tir. J'ai été chercher les cibles. Donc le premier groupement qu'on voit, c'est un groupement de 10 mm. C'est un groupement de 6 mm. Ensuite ici on a fait ce magnifique tir là. Donc là j'ai 4 balles ici et une balle là. Donc si je prends en compte cette balle là, j'ai un groupement de 13 mm. Si je l'enlève, j'ai un groupement de 3 mm. Ici, groupement de 10 mm. Et le tout. Donc du coup ce groupement là, celui-là et celui-là, ce qui fait 12 coups, non 13 coups, à un écart type de 1,7 mètres par seconde. Donc pour moi c'est validé, hein, on est sur des groupements qui sont de l'ordre du tiers de MOA, quart de MOA. Voilà, c'est très amplement suffisant, mes écarts types étant à moins de 2 mètres par seconde, c'est tout à fait acceptable, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le développement de charge. Si jamais j'aurais pas trouvé mon bonheur, j'aurais simplement utiliser le siégeur pour renfoncer mes projectiles plus ou moins pour essayer de faire varier mes groupements. Et puis j'aurais simplement rechargé de nouvelles munitions en utilisant ce que j'avais préparé. Et puis voilà.